Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ces jours de fête, puisque le Noël approche, comme vous le savez. Et pour cette session d'ADN Talk, j'ai l'immense joie, l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais depuis 5 ans. Oui, c'est ça, exactement, 5 ans maintenant, en la personne de Dominique Bellos, qui est ancienne DRH et VP éducation chez Hutchinson. Alors, évidemment, elle a pris, elle a pris sa retraite depuis. Oui. Voilà, elle va vous parler de tout ça. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle parce que j'ai formé pas mal de personnes au sein d'Hutchinson, qui est une filiale de Total. Et on s'est connus, oui, il y a presque 5 ans, jour pour jour. Donc, c'est un plaisir aussi bien personnel que professionnel de vous la présenter. Surtout qu'elle écrit un ouvrage, voilà, partant la retraite. Je vous en parlerai juste après. Mais je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Marwan et bonjour à tous. Bien oui, effectivement, nous fêtons nos 5 années de connaissance et oserais dire même de collaboration. Tout à fait. En tout cas, j'avais le plaisir de vous rencontrer quand on a décidé au sein du Hutchinson de former bon nombre de managers face à des négociations de plus en plus complexes, en particulier dans le monde de l'industrie. Et on a entamé nos promotions annuelles en français puis en anglais de sessions de négociation. Et ça m'a permis également de remonter un peu aux sources et de faire moi-même une formation avec vous. C'était un plaisir. C'est gentil. C'est gentil. Et je vous retourne du coup l'appareil. Donc du coup, Dominique, alors les gens ne vous connaissent pas toutes, ils ne vous connaissent pas tous. Donc du coup, si vous pouviez vous présenter simplement votre parcours, d'où vous venez. Et puis moi, je me permettrai, comme on a pu faire auparavant avec d'autres invités qu'on a pu recevoir, je me permettrai d'intervenir pour vous poser des petites questions et alimenter le débat. Avec grand plaisir. Alors, aussi rapide que je peux faire, je suis donc Bellos Dominique, je suis l'épouse d'un ingénieur agronome grec et nous avons 2 fils, l'un qui est designer et également du monde de la musique, un artiste, et le second qui est avocat dans le droit social. Nous n'avons pas de petits-enfants, mais nous n'en faisons pas non plus un problème, nous prenons la vie telle qu'elle arrive. Donc, ça nous permet d'avoir du temps. Et donc, mon époux est à la retraite depuis maintenant un certain nombre d'années, et moi, effectivement, depuis 3 ans. Alors, mon parcours m'a permis de faire, on peut le dire, un demi-siècle, quasi, dans le monde de l'industrie, alors qu'en fait, je me destinais à enseigner la langue allemande. Je suis tourangelle, et j'ai fait toutes mes études à Tours, à l'université de Gramont, pour ceux qui pourront des tourangeaux éventuels. En vue d'être professeur. Alors, pourquoi d'être professeur? Parce que je me disais, tu seras bientôt marié, tu auras des enfants, la vie de l'enseignant, c'est fait pour une femme mariée avec enfants, tu épouseras un architecte, comme ça. Et la langue allemande, parce que je suis tombée amoureuse de la langue allemande dès la 4e. Dès que je l'ai découverte, je me dis, c'est une langue qui est faite pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle est très rigoureuse, elle est très logique. Et c'est quelque chose qui m'allait bien, le concept. Et alors, outre la culture allemande que j'aime beaucoup, musicale, littéraire, donc ça correspondait bien à qui j'étais. Donc, j'ose dire que j'ai été élevée à l'allemande parce qu'en finale, je ne donnerai qu'1 heure de cours d'allemand. Alors, je vais vous dire pourquoi, bien sûr. Pourquoi qu'1 heure? Mais la langue allemande a été mon fil rouge conducteur de ma carrière. Donc, j'ai toujours côtoyé des groupes ou des sociétés, petites ou moyennes, filiales de groupes allemands, pour parler la langue et avoir un signe distinctif, quel que soit mon rôle dans les entreprises choisies. Alors, pourquoi je ne donnais qu'une seule heure de cours d'allemand? En fait, pour terminer mes études, il fallait que j'avais une thèse à passer et la bibliothèque de Bâle était celle qui était la plus riche pour nourrir ma thèse. D'accord. Donc, en septembre 70, je vous fais remonter le siècle dernier, vous n'étiez même pas né. J'étais jeune étudiant et je vais donc à Bâle avec une amie qui était déjà rendue là-bas pour bénéficier de cette bibliothèque. Et donc, je décide de rentrer par la petite porte dans une entreprise bâloise qui était Gaegi, qui 3 mois plus tard devient Ciba Gaegi, et je rentre comme secrétaire de base, mais je savais même pas taper à la machine, je l'ai toute seule, et puis la sténo, je prenais très vite les notes quand j'étais en fac. Donc voilà, je me voilà
à découvrir ce monde de l'industrie par cette petite porte. Mais je m'aperçois que c'était sympa, ça me plaît tout de suite. J'étais quand même avec cette obsession d'avoir mon diplôme pour être professeur. Et le jour où je passe ce diplôme avec une professeure, une historienne magnifique, femme allemande, juive allemande, et qui avait d'ailleurs fait partie du tribunal de Nuremberg. Donc une très grande historienne que j'admirais et qui me dit, je n'étais pas mariée à l'époque, et qui me dit, je vous donne avec plaisir votre thèse et votre maîtrise d'allemand, avec mention, mais si j'avais votre âge, je ferais tout sauf l'enseignement. Vous êtes faite pour enseigner, me dit-elle. Vous êtes faite pour enseigner, mais je ferai tout sauf l'enseignant parce qu'il n'y a plus de parents d'élèves, il n'y a plus de corps enseignants, il n'y a plus d'élèves. Ça n'a plus rien à voir avec avant. Vous avez tout le temps de mettre, de faire de l'enseignement, mettez donc les deux pieds dans l'industrie. Et cette phrase-là, je me l'étais donnée, moi toute seule. J'avais entendu ma petite voix qui me disait ça. J'arrive à la maison, j'annonce à mon père que j'ai ma maîtrise, et je lui dis, en même temps qu'elle me l'a donné, elle m'a dit que elle ne me reconnaissait pas tellement j'étais épanouie, que ça serait bien que je mette les deux pieds dans l'industrie, j'avais tout le temps enseigné. Et mon père me conforte, disant, elle a 1000 fois raison. Et ma petite voix avait donc cette double stéréo, la mienne d'abord, puis ce professeur que j'admirais, et mon père, bien sûr, en tant que fille aînée, que j'admirais aussi. Parce que je suis effectivement la sœur aînée d'une jeune sœur 11 mois plus jeune que moi, et d'un jeune frère 10 ans plus jeune que moi. Ma sœur est tournée vers le monde de la pédopsychiatrie, et mon frère dans l'entreprise, et il est également maintenant à la retraite. Donc, j'ai quand même voulu voir ce que donnait le cours d'allemand, et j'aurai l'occasion, en 1973, de me tester dans un lycée genevois, parce qu'entre-temps, nous avons profité du permis B pour aller un petit peu découvrir la Suisse. Donc, nous nous retrouvons avec mon ami à Genève. Et là, un collège genevois me dit, écoutez, on est prêt à vous tester. Et je raconte cette heure-là dans mon livre. Ça, franchement, c'est mémorable. Et donc, au mois de juin 73, c'était un temps magnifique. Une classe de quatrième. Donc, je prends au pied levé, le prof titulaire était au fond de la classe, ainsi que le proviseur. Et je fais mon cours d'allemand. Et avec quand même une classe très, très, très turbulente. Fenêtre ouverte, quatrième étage, et un caïd dans la classe. Et d'un coup, le caïd, que j'avais quand même un peu dressé, mais d'un coup, ça s'aperçoit qu'il n'avait plus tellement l'aura des copains, il se met debout sur son bureau. Et comme je l'avais dû le reprendre une fois, il me dit, bah, puisque c'est ça, je vais me suicider. Et moi, j'avais la tête penchée. Je conserve la tête penchée, mais j'avais vu s'il avait vraiment le bureau à côté de la fenêtre ouverte. Et je lui réponds en français, écoutez, suicidez-vous si vous le voulez, mais ne perturbez pas davantage la classe. Alors, il se rassied, et c'est tout juste si les collègues, élèves n'ont pas applaudi. Je termine mon cours. La cloche sonne, les élèves s'en vont, et le corps enseignant vient me faire mon débrief. Donc, on a tout subi et tout. Juste une question. Que se serait-il passé si le jeune homme avait décidé de sauter? Je lui dis, mais il n'en avait absolument pas l'intention. Il me dit, certes, vous avez très bien vu, il n'en avait pas l'intention, mais rassurez-vous, nous étions prêts à intervenir si ça allait venir. Donc, c'était là. Mais bon, ceci étant, nous conforter dans le fait que j'étais prêt pour enseigner. Il me dit, écoutez, on a voulu vous tester, c'est la pire des quatrièmes qu'on vous a donnée. Bon, voilà, plus ma petite expérience. Alors, qui m'a permis de voir, donc j'avais un peu d'audace, un petit risque, j'ai quand même pris un petit risque, j'ai pris conscience de ça, c'est certain. Mais que cette pédagogie et ce goût de partager, ce goût de faire grandir, ce goût aussi de tenter de convaincre, aussi, de transmettre, eh bien, dans ma décision de mettre les deux pieds dans l'industrie, rétroactivement, je dirais, c'est ça que tu as traduit et transformé en un goût des relations humaines. Tout type de relation, et à quelques stades que soit la relation, et qui va obliger à décider de ce que l'on va faire de cette relation. Et ma carrière va m'apprendre à découvrir qu'en fait, aujourd'hui on est 8 milliards sur la planète, à l'époque on était 5 milliards, 1,2 milliard exactement, et qu'il ne dépendait que de chacun de nous d'avoir
si les circonstances le permettaient, des relations avec les 5 milliards de collaborateurs. Cette remarque avait été faite par un docteur qui nous... en Allemagne, on est souvent docteur, hein, et de l'université d'Heidelberg, qui nous formait à la direction des cadres, qu'on appelle les Führungskräfte en allemand, et on va dire les cadres dirigeants en français. Cette formation m'a été donnée donc 20 ans plus tard, hein, dans les années 90, par l'entreprise dans laquelle je vais rester 17 ans. Je vais rentrer comme secrétaire de direction et que je vais quitter comme directeur général. Et à un moment donné, la présidence de ce groupe familial va nous octroyer aux 4 dirigeants une formation, extraordinaire formation, en langue allemande bien sûr, pour diriger les 4 dirigeants. Là, j'ai appris vraiment les bases. Et le consultant qui avait été choisi, docteur Meyer, je me souviens, a démarré en nous demandant combien de collaborateurs nous avions. Moi, j'avais la direction commerciale de la filiale française, j'avais 50 personnes, j'avais le plus grand nombre, j'étais très fier. Donc, on fait le tour de table et il nous dit, vous avez, vos chiffres sont exacts, mais ils sont faux. Il ne dépend que de vous d'avoir 5 milliards. Marouane, cette phrase, elle ne m'a jamais quitté. Parce que c'est le secret de la relation humaine. Je pense que vous êtes encore mieux placé dans vos négos propres à réaliser. Il dépend de nous. Quand on comprend ça, moi aujourd'hui j'accompagne des femmes et des hommes d'ailleurs, et cette phrase-là, il la reçoit. Réaliser que c'est dans les mains et les siennes, c'est pas dans celles de l'autre, c'est dans les nôtres que dépend la relation qu'on va avoir avec la personne. Ça change tout quand on comprend ça. Donc, pour faire plus court maintenant, donc, je mets les 2 pieds à l'industrie. Je rencontre celui qui va devenir mon époux, ingénieur agronome, qui voulait terminer ses études en faisant une spécialité française. Il fuyait la dictature grecque. Il vient donc sur Paris. Il me faut trouver le job pendant que lui était encore étudiant pour faire bouillir la marmite. Ce qui explique que ma carrière sera et restera sur le devant de la scène. Parce que mon époux va être confronté à un certain nombre de handicaps pour se faire une place au soleil. Donc, ma carrière va être celle qui démarre la vie de famille. Je dois donc trouver très vite un job de secrétaire de direction bilingue. C'était désormais ma voie. Et je vais le trouver à Levallois. Et nous habitons Levallois depuis presque 50 ans. Ça a été là où on a créé la famille, le nid conjugal et mon premier job. Et les circonstances ont fait que, bon, j'ai parfois changé de lieu, mais le Valois va toujours être resté le cœur, voilà, le cœur conjugal et familial. Et je démarre dans cette entreprise qui était filiale d'un petit groupe européen d'origine suisse-allemande et dont je vais être embauché par le directeur qui était à l'époque directeur commercial, qui deviendra directeur général et qui va m'ouvrir. Donc, c'est une filiale de distribution qui va m'ouvrir au monde du commerce. On est dans les années 70, début de la grande distribution en France. Ah oui. Et notre petite marque avait beaucoup de concurrence. Elle était d'origine américaine, mais il fallait qu'on perce en France. C'est une marque d'aérosol de peinture pour les retouches de carrosserie et le bricolage. Et donc, notre cible, c'était la grande distribution. Donc, j'ai accompagné mon patron, qui était un très, très grand commercial, vraiment grand négociateur, et il m'a ouvert, m'a fait découvrir le monde du commerce, le monde du marketing et le monde de l'industrie automobile. En le côtoyant pendant 10 ans, il m'a ouvert ces portes-là. Il m'a formé à ça. Et je me suis pris avec plaisir à ces nouveaux challenges. Donc, j'ai improvisé, enfin, je me suis adapté et à chaque fois, je me suis dit, comment tu t'y prends? Et c'était relation humaine, comment mettre la connaissance, d'abord, bien se connaître, et comment mettre en œuvre pour bien connaître l'autre, le client, qu'est-ce qu'il veut. Et c'est pas toujours d'ailleurs. Il faut le guider. Il ne faut pas insister de trop. Enfin, tout un art. Et il faut d'abord avoir envie de le découvrir. Donc ça, c'est la découverte de l'autre, quel que soit l'autre. Quelle soit la hiérarchie, que ce soit le collègue, que ce soit le collaborateur, que ce soit bien sûr familialement, avoir plaisir à découvrir l'autre. Ce qui nécessite d'avoir plaisir à se découvrir soi. Ça démarre par ça. Bien sûr. Donc, je fais 17 ans, où je vais rentrer comme secrétaire de direction. Au terme des 10 ans, le grand patron que je vais aborder pour négocier une revalorisation salariale
et une promotion. Ce grand patron va réaliser que je suis passée au stade négociatrice et au moment où il est amené à se séparer de mon patron pour des raisons privées, il va me nommer à la tête de la direction commerciale. Et je vais me retrouver ex-secrétaire du patron à diriger une équipe de vente masculine, que masculine. Il y aura une femme qui viendra un jour se greffer, mais c'était que des mecs qui voulaient ce poste et qui voient débouler le secrétaire. Non mais, Marwan, je peux vous dire que cette année 1985, je ne l'ai pas vu passer. Mon patron était passé à la concurrence, il n'avait pas eu d'autre choix. Il y avait une famille à faire vivre, donc il fallait absolument, donc il était devenu le concurrent numéro 1 du groupe. On se retrouvait aux deux mêmes niveaux, tous les deux directeurs commerciaux, avec lui qui avait vendu le fait qu'il amènerait tous ses anciens clients, et moi, pour le challenge de ne pas PG, vous n'en perdrez aucun. Voilà. Cet exercice-là, il n'y a pas plus formateur. Il n'y a pas plus formateur. Nous n'en perdrons pas. L'équipe de vente va découvrir qu'est-ce que veut dire d'être dirigé par une femme. Et moi, je vais découvrir que veut dire négocier auprès du président directeur général du groupe, par exemple, le principe de rémunération variable de mon équipe de vente. Ça a été un moment extraordinaire, avec des allers-retours à Zurich, que était là le siège social, et qui m'a amené, avec l'aide d'un graphologue, parce qu'à l'époque, la graphologie était très, très importante, devant le blocage que ce PDG avait chaque fois que je venais lui proposer le système de rémunération de l'équipe pour voir vraiment faire une percée dans la grande distribution, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Un jour, je décide de prendre mon écriture, celle de mon patron avec sa signature, je vais voir un graphologue, j'écoutais, non, dites-moi, en face de ça, il faut que je fasse quoi? Et le graphologue me dit, êtes-vous prête à mettre votre job en jeu? Je dis, c'est à ce point-là? Il me dit, oui, c'est à ce point-là. Avec ce monsieur, oui. Je fais une étude de marché, je m'aperçois qu'à la rigueur, j'avais possibilité de trouver quelque chose d'ailleurs, mais ce n'était pas tellement ce que je voulais faire. Et je me suis dit, s'il faut aller jusque-là, est-ce que tu es prête à le faire? Conciliabule familial, conjugal, parce que c'était quand même un enjeu. Bien sûr. Et j'y vais. Et pour la 4e fois, me voilà en face de ce grand patron, qui était accompagné de sa secrétaire. Je préviens la secrétaire qu'elle risquait d'être surprise par mon attitude. Je la préviens. Une armoire à glace, ce dossier. Une armoire à glace, qui pour la 4e fois m'écoute et pour la 4e fois me dit, avec un accent suisse que je n'imiterai pas, non, 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 mais Lambello, c'est pas possible. Alors là, je me lève et je dis, monsieur, dans ces conditions-là, puisque rien ne vous convient, je vous laisse les clés de l'équipe de vente et vous la rémunérerez comme vous l'entendez. J'étais debout. Et là, d'un coup, il dit, mais vous allez comme ça? Je dis, écoutez, je pense qu'on s'est tout dit. Mais il me dit non. Alors vraiment, avec celui-ci, vous me garantissez que vous allez faire des merveilles? Je dis, je vous le garantis, on ne perdra pas un seul client, on va en gagner. C'est ce qui se passera. Et ces moments-là vont l'avoir marqué pour lui donner envie de me promouvoir à la tête de la direction commerciale, là j'étais chef des ventes, et son fils, quelques années plus tard, me nommera à la tête de la direction générale, parce que lui sera décédé entre-temps. Ces moments-là sont, je les raconte effectivement, parce qu'en fait, c'est ces étapes-là qui ont été déterminantes. Et ce monsieur, en fait, m'avait découvert quelques années plus tôt, quand j'avais fait une demande de revalorisation. C'était à l'époque où l'inflation était énorme. On avait 3 hausses de prix dans l'année et le salaire devait suivre. Mon salaire avait suivi l'inflation. Il n'avait pas du tout suivi la carrière que j'étais en train de faire. J'avais vu mon patron de l'époque, qui m'avait dit oui, vous méritez tout à fait ce que vous me demandez, et qui ne me donnait rien. Je ne peux pas me dire pourquoi. Donc, je dis, je vais demander plus haut, puisque ce passage-là n'amène pas. Donc, j'ai écrit au grand patron, qui a été étonné par une lettre de secrétaire, donc non, il devrait quand même gérer ça. Donc, ils se sont expliqués entre eux. Et moi, j'étais toujours confronté au fait que je savais ce que je valais, ce que je voulais. Et que je ne voulais pas quitter l'entreprise, mais s'il fallait le faire, je le ferais. Parce que je n'allais pas rester dépendant de personnes qui me disaient, vous les valez, mais vous ne les donnez pas. Il y a un moment donné, il faut des choses. Et donc là, il partait aux États-Unis, dans le Concorde, il était très fier comme un gamin. Et il m'appelle, devinez où je suis, je n'en sais rien. Il me dit, comment vous allez? Je dis, vous savez très bien, non, je vais pas changer.
Bon, je m'apprête à prendre le Concorde, un rêve d'enfant, me dit-il, un enfant, un grand adolescent. Et quand je reviens des États-Unis, il faut qu'on se voit. Donc, vous dites à votre patron que vous l'accompagnez, on se retrouve dans une usine qu'on avait acquise peu de temps après. C'est ce qui se passe. Donc, j'accompagne mon patron, un petit peu surpris, mais il se... Et nous nous retrouvons. On passait 3 jours. Premier jour, rien ne se passe, très bon contact, mais pas de convocation. Deuxième jour, pareil. Et là, c'est le troisième. Troisième jour, je dis, mais si je ne fais rien, il va se passer exactement comme là que mon patron dit. Rien. Il faut que je provoque. Je ne peux pas laisser. Sinon, ma petite voix disait, mais t'es nul. Si tu ne fais pas ça, tu vas retourner bredouille, t'es nul. Et comment je provoque? Et il y a un dessin dans le livre qui, eh bien, ce grand monsieur frappe à mon bureau et me donne un ordre très clair. Madame Bellos, faites-moi cette photocopie. Et là, je le regarde, je lui dis non, monsieur. Ne disait jamais non à ce monsieur, jamais, encore moins une secrétaire dont le métier c'est de faire aussi des photocopies. Et il me dit, mais c'est un ordre. Et je lui dis très calmement que j'exécuterai quand vous m'aurez écouté. Il ose d'un ton. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je lui dis, attendez, monsieur, vous le savez fort bien. Je vous l'ai écrit. Vous-même m'avez dit, quand je reviens aux États-Unis, parlons-en. Eh bien, parlons-en. Donc, je lui dis, voilà ce que je veux le même salaire que votre comptable. Il me dit, pourquoi? Parce que c'est ce que je vaux. Et que si elle part, et que si je pars, je n'aurai pas de difficulté énorme à remplacer la comptable par un comptable ou une comptable. On aurait beaucoup plus à retrouver une seconde Madame Beos. Elle était un petit peu surpris. Et la deuxième, je voudrais le titre d'attaché de direction, parce que je trouve que c'est bien mieux que secrétaire de direction. Et là, il me regarde, il me dit, c'est tout. Là, on a des doutes. On dit, mais j'aurais dû demander plus. Non, pas du tout. Je n'avais pas du tout de doute parce que je savais ce que je valais. Et c'est hors de question de demander plus. Je dis, oui, c'est tout ce que je veux. Il m'attrape par le bras. Je revis la scène comme si j'étais Marwana. Il m'attrape par le bras. Il m'amène devant le bureau de mon patron. Il frappe. Il ouvre. Il dit, toujours l'accent suisse vraiment prégnant. Il dit, cher monsieur, j'ai le plaisir de vous présenter votre nouvelle attachée de direction dont vous porterez le salaire à temps dans un mois. Je ne vous décris pas la tête de mon patron qui est passé par toutes les couleurs de la frontière, qui s'est dit elle est gonflée, mais il savait également pourquoi. Ouais. Hein, il savait pourquoi. Et ma petite voix qui jubilait, il m'était d'hiver. Et en fait, ce moment-là a marqué ce grand patron. Je l'ai cité dans une intervention que j'ai faite il n'y a pas longtemps, sans citer son nom, mais j'ai cité ce cas. En fait, il m'a découvert et je lui ai permis de me découvrir. Il a découvert ces Bellos, mes négociatrices. Et quand il viendra, il ne savait pas qu'il serait amené à se séparer de son patron à l'époque, 4 ans plus tard, quand il est amené à le faire, il pense immédiatement, ça pourrait être moi. Et ça n'aurait pas été vraiment possible s'il n'avait pas découvert ce fait. Et ça, pour moi, c'est permettre, et surtout quand on est une femme dans un monde masculin très technique, et qu'on est soi-même littéraire, il faut admettre, il faut se faire découvrir pour que ceux qui sont en face sachent qui vous êtes. Non seulement vous êtes une femme, ce qui surprend, à l'époque encore plus, il faut accepter que ça surprenne. Il faut l'accepter. Si c'était l'inverse, les femmes feraient bien la même chose. Hein. Donc, il faut accepter que ça surprenne, toujours rester dans un contact de grand respect, ça a été vraiment mon cheval de bataille, mais accepter que ça surprenne. Et donner des billes pour se faire connaître d'une personnalité affirmée. Déjà, vous choisissez de prendre une femme et en plus qui va avoir une personnalité affirmée. On va dire c'est presque double peine pour celui qui ose faire ça. Il faut donc donner quand même des éléments, sérieusement, qui permettent d'apprécier. Parce que sinon, qu'est-ce qui peut se passer alors? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais très bien pu ne rien faire, ne pas provoquer l'entretien pour qu'il... et rester bien gentille petite femme qui s'incline, ces messieurs comprennent qu'elle vaut ça, mais ne lui donnent pas. Elle est attachée à l'entreprise, ma foi. Hein, elle va rester, elle va s'en accommoder. Et c'est une carte jouable aussi, hein, mais hors de question de jouer celle-ci. Ça aurait été contre nature me concernant. Et ça, pour moi, ça a été également une leçon de vie pour encourager ultérieurement des collaborateurs, voire des clients, voire également ma hiérarchie, à oser
la transparence, oser afficher ce qui doit l'être. Alors après, il y a la forme qu'on va prendre. On ne peut pas faire n'importe quoi, dire n'importe quand quelque chose, bien choisir le moment. Il faut de l'intelligence, de l'intuition, de l'intelligence à la fois humaine, émotionnelle et de situation. Mais quand il faut dire les choses, quand on est convaincu et qu'on sait que c'est ce qu'il faut, sinon on se ment, on le sait très bien. Eh bien, pour moi, ces étapes-là, pour moi, étaient les premières étapes de négociation. D'abord avec soi et avec une direction. Et après, bien sûr, en se frottant à la grande distribution, voilà, on a une panoplie de cas de négociation, enfin desquels on va être plus ou moins chanceux. Et donc, du coup, vous avez fait 17 ans. Donc, 17 ans chez Hutchinson, chez Duplicolor. Je décide de faire le CPA pour avoir un diplôme qui allait avec une expérience récente de direction générale. Donc, nous investissons familialement et conjugalement dans le CPA, qui est devenu le MBA d'HEC, donc avec les deniers familiaux. Puis ensuite, je vais connaître 5 années de vaches maigres, intitulées telles quelles dans le livre, parce qu'en fait, quand vous sortez d'un MBA, de la quarantaine, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être à la tête de votre entreprise. Bon. Et on n'avait pas les moyens de créer une boîte, donc je vais m'associer et l'association va pas très bien se passer. Je vais connaître le dépôt de bilan, je connaîtrai 2 fois le dépôt de bilan, je vais connaître le chômage, chercher un job dans les années 90, donc toujours avec les grands chocs pétroliers qui sont là. Quand vous êtes une femme et que vous pouvez démontrer que oui, vous pouvez prendre des postes de direction générale, même si vous avez le MBA, c'est ma hausse costaud. Donc là, c'est des étapes qui m'ont permis de me découvrir et de voir jusqu'où la résilience, des remises en question, sans remettre en question, bien sûr, famille ou couple, mais ça secoue. On flirte avec des équilibres qui n'en sont plus. Je ne savais pas qu'un jour je serais DRH. Quand un jour je serai DRH, j'oublierai jamais ce passage. Ça n'empêche pas d'être amené à licencier, à faire des PSE, mais quand on les fait, on sait ce qu'il y a derrière. Donc on aborde là. Et là, je vais répondre à une annonce de l'APEC. Donc je ne savais même pas que c'était Hutchinson. Quand je lis l'annonce, je dis, mais ça, je fais les doigts dans le nez. En fait, Hutchinson voulait faire rentrer sa marque, qui était connue pour les pneus de vélo, dans la grande distribution. Alors que toute sa stratégie préalable était, on n'ira surtout pas dans la grande distribution, c'est le réseau traditionnel, et on va vendre au réseau traditionnel qu'on n'ira jamais dans la grande distribution. Sauf que le réseau traditionnel faisait comme ça, et que la grande distribution faisait comme ça. Donc, le chute du volume, donc il cherchait une direction commerciale capable de basculer dans la grande distribution sans perdre le réseau, sinon vous faites vase communicant. Et ça, j'avais fait pour Duplicolor. Donc, je savais parfaitement ce qu'il fallait faire. J'ai lu le truc, j'ai dit, ça se fait. 671 candidatures, une femme. Moi. 671 candidatures. Une femme. Je dois à 2 femmes le fait d'avoir atterri en haut de la pile pour Hutchinson, la graphologue par laquelle passait Hutchinson systématiquement, et la consultante de l'APEC qui découvre ma candidature et qui dit à ceux qui le recherchaient, franchement, ça vaut le coup de la recevoir. On n'a jamais plus de femmes. Franchement, ne prenez aucun risque, ça vaut le coup. Une petite anecdote que je raconte dans mon livre, qui est très importante pour moi. Quelque temps plus tôt, j'avais rencontré un cabinet. Donc, je cherchais un job, j'étais au chômage, que j'ai trouvé grâce à ce cabinet. Donc, j'ai fait partie des 5 années. Et le consultant, on était avec des lettres manuscrites à l'époque. Le consultant voit ma lettre manuscrite et ma signature. Et il me dit, votre signature, c'est pas vous. Je dis, vous avez raison. C'est celle de ma mère que j'ai adossée, enfin, j'ai repris celle de ma mère et j'ai mis avec mon initiale de prénom et mon nom de famille conjugal. Mais c'est vrai que c'est pas la mienne, exact. Il dit, vous ne quittez pas mon bureau tant que je n'ai pas fait la faute. Je vais passer 3 heures et je vais trouver ma signature. Dominique, tout simplement. Je vais donc signer ma lettre de motivation
Hutchinson avec la nouvelle signature. Quand je vais être reçu par celui à qui je succéderai, il me reçoit et me dit, vous avez une bonne grapho. Je lui réponds, je sais. Ça m'a surpris. Alors, en fait, je lui dis, je sais que les graphos, si elles sont bien faites, c'est bien moi qui est derrière. Voilà, c'est ça que je lui dis. Il me dit surtout, la graphologue était en admiration dans le fait que votre signature était en phase avec votre personnalité. Et là, j'ai dit merci au consultant. Et donc, Hutchinson va me recruter. Après 7 mois d'étape. Ouais. Et le jour de l'entretien d'embauche, que je raconte aussi dans mon livre, dernière, ultime étape, les services avaient répondu présent, oui, pourquoi pas. Donc, on était finaliste, j'étais avec un monsieur finaliste. Je suis reçu par le directeur général adjoint qui deviendra plus tard PDG. C'était pour prendre la direction commerciale du département pneumatique de Rouen. Et dans la discussion, il a mon CV, je suis avec celui à qui je succède, et j'ai mon futur patron direct également présent. Et dans la discussion, sans me regarder vraiment, il dit, en fait, savez-vous faire du vélo? Mon sang me fait comme tour, me dit, il veut me piéger, il veut me déstabiliser, parce que je suis une femme. Mais je réponds du tac au tac, vous avez de la chance, j'ai enlevé les petits trous hier. Et nous continuons la discussion. Quand on sort de l'entretien, mon futur prédécesseur me dit, donc, votre marque était un peu gonflée au notre DG. Je ne suis pas plus que sa question. Mais quand même, sachez qu'il a une grande importance en choix final. Et je lui dis, écoutez, vous avez déjà eu, vous, l'audace de présenter une candidature féminine. Et je vous en remercie. Il est important que vous sachiez quelle est ma personnalité. Donc, je me révèle avec... J'ai senti qu'il avait le sens de l'humour. J'avais senti. Et j'ai utilisé aussi l'humour pour la réponse. Et ça a scellé notre complicité. Et c'est vrai qu'il faut oser le faire, j'en conviens. Mais d'un autre côté, je n'avais rien à perdre. Et Hutchinson non plus. Parce qu'effectivement, ça traduisait vraiment qui j'étais. Tout à fait libre de dire une telle personnalité, non. Ça, je pense qu'il faut... Une des craintes que l'on a souvent dans la négociation, dans la relation, c'est d'entendre le non de l'autre. C'est pas de le provoquer pour le plaisir. Il faut laisser l'autre avoir le choix de pouvoir aussi dire non, c'est normal. Et ça, pour moi, c'est une des bases de la négo. Tout à fait. On rentre en négo généralement. Et donc là, je vais rester 22 ans jusqu'à la retraite, en passant pendant, on va dire, 10 ans pour diriger des business units. Et promotion en 2008 pour prendre la direction des ressources humaines. Alors, je n'ai pas du tout de formation direction des ressources humaines. Et ensuite, il faudra quand même que je lâche, que je décide d'aller jusqu'au bout. La loi me permettait de faire. Et donc, je passerai le relais à un collègue pour prendre les ressources humaines 8 ans plus tard. Et je prendrai la direction de l'école de management de Hutchinson, que vous connaissez bien, et la présidence du syndicat du caoutchouc. Et donc, la direction également de la formation Hutchinson au sens cadre dirigeant Hutchinson. Ce qui m'a donné l'idée, quand j'étais à la retraite, de poursuivre cette notion de transmettre en ouvrant mon petit cabinet de conseil, que ce soit via les organisations, les entreprises ou via les individus. Voilà. Très. Donc, j'ai appris un parcours. Très atypique. Atypique, voilà. C'est le terme qui m'a été envoyé, qui m'a été souvent dit. Vous avez un parcours atypique. Et beaucoup m'avaient dit, 10 ans avant que je ne l'écrive mon livre, vous devriez écrire un livre. Et c'est vrai que quand, et vous allez peut-être vous en souvenir, Morgane, on se voit juste avant que je ne parte, et je vous dis, tiens, si j'avais à écrire un livre, qu'est-ce que vous me conseillerez? Et vous m'avez conseillé quelque chose que j'ai suivi. Vous m'avez dit, est-ce que vous êtes capable de détricoter Bélos? Ça va employer ce terme. C'est-à-dire remonter le temps pour aller chercher les moments clés qui m'ont permis de faire ce parcours. Et honnêtement, ça a été le guide. Oui. Tout à fait. Ça a été le guide. Tout à fait. En tout cas, c'est vrai que si je dois résumer, un parcours atypique et je dirais une personnalité assumée. Complètement. Donc, encore une fois, je suis sous le charme. Donc, merci Dominique d'avoir partagé ça avec nous. Vraiment. Moi, j'avais une question à vous poser.
à l'aune de tout ce que vous venez de partager avec nous. Je sais que la négociation a été structurante dans vos décisions, dans la carrière que vous avez aussi adoptée, dans les choix que vous avez assumés. Est-ce que vous souhaitez revenir sur une négociation qui vous a marqué, que vous souhaitez partager avec ceux qui nous écoutent? Je dirais que celle qui a été le plus marquant. Ouais. J'en ai plusieurs, mais le temps ne le permettra pas de tout les évoquer. Alors, parce que j'en ai également dans le monde du dialogue social, mais celle à laquelle je pense, elle est commerciale. D'accord. Elle est commerciale. Donc, on se replonge, on est dans les années 85, 86. Nous travaillons en tant que filiale de distribution, donc nous achetons les aérosols à la maison mère, nous les stockons et nous livrons et implantons la grande distribution. Et également un réseau traditionnel, mais c'est vraiment la grande distribution qui domine. Donc, la quête de référencement, pendant 10 ans, je ne vais faire que ça. Je vais avoir ma carte de visite que je donnerai aux acheteurs qui, eux, changent tous les ans. Et à chaque fois, l'acheteur me dira quelque chose à ça. Mais je l'ai déjà vu, mais je veux que vous la réserviez parce que votre successeur, je veux qu'il voit ma fidélité et la fidélité de notre marque. Donc, ils avaient ma collection et moi, j'avais la collection. Bon, bref. Je suis donc convoqué par Carrefour. Ça se passait dans un magasin et Carrefour aimait beaucoup faire ça. Achat. 5 acheteurs qui nous reçoivent, c'était déjà le monde écologique qui était à l'eau. Ben, on était assis sur des cartons, hein, mais un sofa en carton et moi j'étais sur un pouf en carton. Je débarque avec mes échantillons en fait et mon PDG, mon jeune PDG, parce que le grand PDG était décédé, donc le jeune PDG m'avait dit un vélo faut absolument récupérer 10 points de remise de fin d'année. Vos prédécesseurs ont fait n'importe quoi. On ne peut pas rester avec ces 10 points. Il faut les récupérer. Donc, il faut reprendre des conditions. Il faut reprendre des conditions. Comment faire ça intelligemment, tout en donnant? Donc, on fait tout un sondage. Je mets l'équipe de vente pour sonder tous les chefs de magasin qui étaient ravis de notre marque. On était quand même plusieurs concurrents. Et je dis, OK, sur le papier, je vais reprendre, mais il faut que je puisse démontrer que je l'ai réinvesti autrement. Donc, on prend tout un dossier et moi, je débarque à Chartres avec mon dossier pour les 5 acheteurs ficelés. Eux arrivent, Anglos, on est ravis de vous accueillir, on a une très très bonne nouvelle pour vous. Ah oui, laquelle? On veut vous donner l'exclusivité Carrefour. On faisait, c'était en francs à l'époque, on faisait 6 millions de francs, ça peut paraître petit, mais c'était très important. Hein. 6 millions de francs, c'était 6 fois plus si on prenait l'ensemble des Carrefour. Donc 36 millions, c'est énorme. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui vous prend, vos acheteurs? C'est dangereux ce que vous faites là. L'exclusivité, qu'est-ce qui vous dit que ma petite boîte, même si est capable d'assumer ça? Mais si, on vous aidera, c'est faisable. Je dis, c'est très sincèrement, personnellement, je ne trouve pas ça très prudent. Je serais moins rassuré de savoir qu'on est 2. Et puis, pourquoi pas être le leader, mais qu'on est 2. Bon. Non, on décide. Et puis, alors, évidemment, vous voyez un petit peu, donc il faut miroiter le chiffre d'affaires, bien sûr. Et puis, alors, bien sûr, si vous dites oui, ça demande quand même un petit prix à plus. Ben, je dis là, je peux m'en douter. C'est une double raison pour laquelle cette exclusivité, hélas, je vais probablement être obligé de la refuser. Vous auriez, j'aimerais. Moi, j'arrive avec un dossier ficelé. On a fait un sondage auprès de tous vos chefs de rédaction. Ils sont ravis de notre service. On peut tout être ravis. On a même décidé d'investir beaucoup plus dans le service. Et vous me dites, on veut 10% de plus. Alors, moi, je ne peux pas mettre plus. Mais je veux pouvoir réinvestir autrement une partie que je verse actuellement pour vos magasins qui en ont besoin, ils nous l'ont dit. Et vous, à ce moment-là, vous me dites, donc, vous voyez, je suis désolé, mais là, on ne va pas être sur la même longueur d'onde. Et vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez retourner chez vous? Ah ben, je vais dire, inutile de vous dire que durant tout le trajet Chartres-Paris, je sais déjà à peu près mon discours, je vais le former, puis il va arriver dans l'équipe de vente, on a perdu 6 millions de francs, il va falloir vous crapahuter pour les chercher ailleurs. Et votre direction générale, ben, bien sûr, elle va être au départ déçue, mais quand je vais lui dire les conditions, je ne dirais pas qu'elle ne va pas applaudir, mais elle comprendra. Me voilà retourner, j'arrive, je raconte ça. Un mois plus tard, le téléphone sonne. Un vélo, c'est avec Carrefour en ligne. Je prends Carrefour.
l'acheteur Mabelos, vous savez, on s'était vu à Chartres. Je dis oui, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait se voir? J'ai dit, j'ai rien contre, mais j'ai pas changé d'avis. Il me dit, vous non, mais nous oui. Alors là, Marwan, là, quand vous retournez et qu'on vous dit, on vous donne, on a vu votre dossier, et on vous donne l'exclusivité, je ne peux pas vous dire, c'est l'extase, quoi. Ah, oui. Ça, vous ne vivez pas ça 2 fois. Le feu d'artifice intérieur. Maintenant, on va aller plus loin. 1 an plus tard, je suis convoqué à Carrefour, la centrale, pour rencontrer le nouvel acheteur. Ah oui, national. Je lui donne ma carte. Il me dit, mais nous en avons une collection. Je lui dis, mais celle-ci, elle vaut cher. Il me dit, Madame Belos, votre négociation de l'année dernière, elle est montée au plus haut lieu de Carrefour. Ah, ça me fait plaisir. Carrefour n'avait jamais vécu ça. C'est-à-dire qu'on lui reprenne des revenus. Je dis, cher monsieur, vous avez le chiffre d'affaires? Combien vos magasins ont fait de plus cette année? Quasiment 15%. Vous savez pourquoi? Il y a eu 0 rupture. Alors, certes, effectivement, ce que j'ai dit à vos confrères l'année dernière, c'est que j'arrivais en plaçant ailleurs l'équivalent de 10%, pour permettre ce que vous avez sous les yeux. Il m'a dit, mais c'est magnifique ce que vous avez fait. Mais personne n'a fait ça. Et alors, je ne savais pas qu'un jour je rentrerai dans le groupe Total, ni même les pétroliers. Voilà, honnêtement, cette négo-là, je pense qu'elle a marqué tous les esprits. L'équipe de vente, on peut le dire. Ah oui. Alors, un nouvel achat me dit, est-ce que je peux vous demander cette année un petit 1%? C'était la terreur. Oui, d'accord. Bon, j'ai eu également des échecs. Hein. Oui, mais ça, vraiment, c'est celle qui m'a marqué sur le plan commercial parce qu'elle définit tout. Bien sûr. Il faut oser mettre sur la table quand ça ne va pas. Et je ne pense pas du tout qu'il ferait à nouveau. Ça veut dire quoi? Aucun de mes confrères n'avait osé prendre l'exclusivité parce que ça a été un challenge. Là, pour nous, l'année qui a suivi, c'était l'année Carrefour. Donc, après, le risque, c'est qu'on tenir ce cap, il faut pouvoir le faire. Bien sûr. On n'a qu'un risque, c'est souvent de descendre. Ce qui n'a pas été le cas, mais c'est bon. Donc voilà un exemple. J'adore, je regarde l'heure. On va outrepasser en plus le temps que vous êtes apparu. Ça va tellement vite. Ah, c'est très bien. Alors, parce qu'en fait, j'ai bu vos paroles, hein, Dominique, donc on n'a même pas vu le temps passer. Ça fait déjà 45 minutes. Alors, du coup, Dominique, moi, j'avais une question pour clôturer également cet entretien qui se veut volontairement court. Comme ça, j'ai un condensé du meilleur de Dominique. Pour toutes celles qui peuvent et tous ceux qui peuvent nous regarder, au terme de 30 ans, 35 ans de carrière de négociatrice dans différents secteurs d'activité, différents postes, parce que vous avez aussi bien exercé de la négociation sociale que de la négociation commerciale. Et des négociations avec ses propres patrons. Ah oui, exactement. Plus la négociation face à soi-même. Exactement, qui était déterminante. Est-ce que vous aviez des conseils à livrer à celles et ceux qui peuvent nous écouter? Sans hésitation. Vraiment sans hésitation, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Alors, et c'est accessible à tout le monde. Hein. Chacun a sa personnalité. Chacun a des billes. Chacun a ses talents. Première étape, bien se connaître. La priorité, elle est là. Quels sont mes talents? Ils sont où? Comment je vais les exercer? Ça, c'est primordial. Pour être dans la négo, on ne peut pas découvrir l'autre si on ne se connaît pas. C'est l'humain. Donc, se connaître, se faire confiance. Derrière ça, il faut être soi-même. Ce qui m'a largement aidé, j'ai conservé la crédibilité, en particulier de clients qui doutaient ou de collaborateurs qui ont douté. J'ai autorisé qu'on doute de moi quand on ne me connaissait pas. Je me suis refusé à douter de l'autre tant que je ne le découvrais pas. Et au contraire, donc aucun a priori. Ne se mettre aucun préjugé ni a priori dans la tête quand on est en face de quelqu'un. Jamais. Ça s'apprend. Hein. C'est pas facile. Parce qu'on est dans le jugement, bien sûr. La compétence numéro 1, sans laquelle je n'aurais pas pu faire ce parcours et entre négocier, ni manager,
c'est l'empathie. C'est faire prendre conscience de qui on est pour mieux accueillir l'autre, y compris quand c'est quelqu'un qui est en furie, en colère ou qui est opposé à vos idées, mais que l'on se doit de côtoyer pour une raison ou pour une autre. Négociation. Donc, l'empathie qui va permettre l'écoute active de l'autre. Mais l'écoute, vraiment l'écoute, on se désolidarise de soi-même et on est totalement fragile. Vous savez de quoi je parle, hein? On se met vraiment, on ne souffre pas avec l'autre, on n'est pas, mais on est en connexion directe avec l'autre pour capter et décoder tout ce que l'autre va exprimer, des fois avec un grand silence, mais beaucoup d'autres façons d'exprimer. Et effectivement, en étant soi-même et en restant soi-même, c'est-à-dire aligné sur ses valeurs, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Des fois, on ne l'est pas. Mais tenter de l'être un maximum et être dans ce qu'on appelle, vous l'appelez aussi, je l'ai vu dans le guide de la négociation, l'assertivité. C'est-à-dire que même si l'acheteur va vous dire non, je n'achète pas, c'est son droit le plus strict, bien sûr. Mais être capable d'accueillir ce non comme un tremplin pour demain. Mais c'est pareil avec une direction générale. Vous voulez faire passer une idée à très haut niveau, il vous faut absolument l'aval de votre PDG. Et vous savez que ce sujet-là, c'est pas sa tasse de thé. Il faut accepter que ça ne soit pas sa tasse de thé. Mais vous savez qu'il va falloir faire passer le fait que si vous êtes à ses côtés, c'est pour faire ce que vous allez lui demander de faire. Donc, déjà, passer une étape d'accepter que vous me payez pour que je parle de ça avec vous, parce que l'entreprise en a besoin, et l'ouvrir à l'intérêt du sujet. Et là, quand d'un coup, même si ça prend 1 an, 2 ans, c'est dans les cas, le oui arrive, et que c'est un oui engageant, ça y est, tout est permis. Et ça demande, je veux dire honnêtement, d'aimer, entre guillemets, mais bien sûr, l'humain, aimer la relation humaine. Moi, c'est en fait, j'ai une personne qui a voulu me donner un titre pour une présentation dans une autre intervention et qui m'a mis experte en relations humaines. J'ai adoré. Parce que pour finir, c'est presque ça. Oui, je vois. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, se connaître, bien s'aimer, hein, vraiment s'aimer d'abord, aimer la relation avec l'autre, ne pas être naïf, mettre l'empathie, sinon on n'y arrive pas, ça ne marche pas, et puis être soi et s'assumer. Avec ses failles, s'assumer. On ne risque pas grand-chose, on est sûr de... Voilà les conseils que je serais tenté de donner. Merci beaucoup, Dominique, pour tout ce partage. Alors, je le fais jamais, mais c'est vrai que Dominique, ça fait 5 ans qu'on se connaît et puis j'ai beaucoup apprécié travailler avec vous, parce que c'est vraiment mutuel. Alors, quand elle parle de Hutchinson, parce que généralement, Hutchinson, au niveau B2C, c'est pas très connu. C'est surtout en B2B, c'est quand même 40 000 personnes. C'est une filiale de Total où, comme vous l'avez pu le découvrir, Dominique a exercé une grande partie de sa carrière. Et puis, elle vous parlait de son ouvrage. J'adore le titre. Il était une fois une femme dans l'industrie, aux éditions L'Harmattan, je ne me trompe pas, voilà, qu'on peut trouver sur Amazon, la Fnac, un peu partout. Et chez L'Harmattan aussi, d'ailleurs. Voilà, exactement, où vous aurez tout le parcours de Dominique. Et puis, toutes ces petites anecdotes, comment transcender certains conflits avec soi-même, comment gérer l'autre. Et puis, finalement, ce qui a jalonné tout le parcours de Dominique, vous l'avez vu, c'est la relation humaine qu'elle a mis en toile de fond et qui a quelque part structuré vos choix. Oui. Donc, du coup, donc Dominique, je voulais encore vous remercier du fond du cœur d'être venu jusqu'à nous. Et puis, et au plaisir de se revoir, en tout cas. Avec grand plaisir. Très, très bien. Merci beaucoup. Et merci et encore à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup.